Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré aux Comores. Mes trois invités sont restés avec moi. Maître Larifou Saïd Mohamed Sagaf, qui est l'un de ceux qui ont piloté le comité préparatoire des assises nationales, parlant justement de la tournante, disait ceci, je le cite, la tournante organise une véritable irresponsabilité et une impunité pour le président de l'Union. Le président sait qu'il n'aura pas à mettre en jeu son mandat puisqu'il n'est pas autorisé à se représenter tout de suite pour un nouveau mandat. Par conséquent, le président n'est responsable ni politiquement ni pénalement. Fin de citation. C'est pas un brusque raccourci que de dire ça? Non, mais c'est un constat d'une situation qui, pour nous, enfin qui pour moi, est une situation catastrophique. Vous voyez, il fallait nécessairement faire le bilan de cette présidence tournante. Et lorsqu'on fait en toute objectivité le bilan, c'est vraiment la négation même de l'État, de l'autorité même de l'État. L'État est complètement dilué par des petits chefs insulaires qui chacun attend, je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est quand même important, chacun attend le tour de son île d'origine pour se mettre plein dans la poche en toute impunité. Et les Comoriens, il était temps que les Comoriens se regardent les yeux dans les yeux pour dire, bah, écoutez, on va continuer jusqu'à quand comme ça? Quand est-ce qu'on va penser au développement du pays? Est-ce que les institutions actuelles sont à même? Le problème, c'est que vous ne nous faites pas le lien matériel, le lien organique entre remise à cause de la tournante et lutte contre la pauvreté. Excusez-moi, je ne comprends pas encore le lien qu'il y a entre le fait de supprimer, de modifier la tournante et la lutte contre la pauvreté, puisque vous dites qu'il y a beaucoup de détournements du fait de la tournante. Il n'y aura plus de détournements quand elle sera modifiée? Bon, il y a une volonté qui a été... Vous savez, les recommandations des assises, ce n'est pas seulement les réformes. Ah non, tout à fait. On va en parler tout à l'heure, bien entendu. Okay, on reviendra tout à l'heure sur... Bon, voilà. Donc, je voulais dire comme quoi il n'y a pas que les réformes institutionnelles, mais il y a aussi des recommandations en termes de lutte contre la pauvreté, en termes de lutte contre les détournements, contre la corruption. Et cette pratique, justement, de lutte contre la pauvreté, contre les détournements, est en cours d'être mise en place. Si vous voulez... Votre pays, que l'Union des Comores se soit pacifiée après 4 alternances, c'est une pure coïncidence pour vous, ce n'est pas le fait de la tournante? Non, mais écoutez, la tournante n'a pas rapporté le développement économique. Mais la stabilité politique, si. Non, mais écoutez, comment vous pouvez parler de stabilité politique et institutionnelle si vous êtes dans un état de pauvreté? Nous avons intérêt à avoir un chef d'État, un exécutif fort qui saura disposer de tous les moyens politiques pour pouvoir justement inscrire le Comores dans un développement durable. De toute évidence, nous l'avons dit, du 5 au 12 février 2018, se sont tenues plutôt à Moroni, la capitale comorienne, les assises nationales. Que retenir globalement de ces assises? Nous avons posé la question à Mohamed Chamfiou. Il est un ancien porte-parole du mouvement comorien de Ouangazidja. On l'écoute, on en parle après. Bon, les principales conclusions qu'il faut retenir, d'abord la modification de la tournante, puisque désormais la tournante, il ne va pas y avoir une primaire au niveau des îles, mais il va y avoir une élection à 2 tours sur le plan national, ce qui est quand même assez important, même si les candidatures seront réservées aux îles dans le cadre de la tournante comme c'était au tout début. La deuxième chose, c'est la réduction des hauts postes à responsabilité, notamment la suppression des vice-présidences et la suppression de la Cour constitutionnelle, puisque les affaires qui, au départ, étaient affectés à la Cour constitutionnelle ont été dirigés vers la Cour suprême qui aujourd'hui, comme aux États-Unis, joue à la fois le rôle de Conseil constitutionnel et de Cour de cassation. Les assises nationales ont été d'une grande utilité parce que s'il n'y avait pas les assises nationales, le chef de l'État aurait pu faire comme en 2009, modifier juste les articles qui le dérangent, puisqu'en 2009, on a modifié la Constitution pour supprimer les dispositifs de l'article 9 qui garantissaient l'autonomie des îles. Or, on sait qu'on a fait une conférence d'Addis Abeba. Dans Tananarivo, on a fait 2 conférences à Moélie juste pour rédiger cet article 9.
parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas assez d'autonomie au niveau des îles. Élection à 2 tours, suppression des vice-présidence et suppression de la Cour constitutionnelle. Mais là, nous sommes sur le plan purement politique et institutionnel. 3 mesures phares auraient été décidées donc à ces assises nationales, en plus naturellement de la modification de la tournante. Comment accueillez-vous ces mesures décidées aux assises nationales que le président prévoit dans son projet de réforme constitutionnelle? Déjà, ces mesures-là, ce sont les seules idées du président actuel. Il voulait que ça soit comme ça. Mais les idées, elles sont forcément mauvaises parce qu'elles viennent du président? Parce qu'il avait préparé ça depuis, et c'est sa façon de voir les choses. Et tout ce qu'on nous parle, quand mon confrère parle d'assises qui ont pour but le développement économique, tout ça c'est des mots. Mais le fond, c'est que ces assises vont nous créer l'instabilité dans le pays, l'instabilité politique, et c'est ça qui est grave. Et le président, là où il fait fausse route, c'est qu'à chaque fois qu'il parle, il parle de la stabilité et la paix. Et ces assises, ce référendum ne vont jamais nous donner ni stabilité ni paix. Parce que là, ne serait-ce que ce matin, il y a des manifestations dans toutes les villes des Comores contre le projet depuis qu'ils ont pris la décision de faire ce référendum. Tous les vendredis, il y a des manifestations dans toutes les grandes villes des Comores. Et le pire, c'est que j'aurais appris que ce matin, en juin, il y a des armes qui ont parlé. Et ça, c'est grave. Et c'est ça qu'on veut dire au président actuel, qu'il prend la seule responsabilité de ce qui va devenir notre pays. Parce que pendant 15 ans, s'il y a des manifestations pratiquement partout dans votre pays, ça veut dire que le projet est impopulaire. Et il est impopulaire, sans aucun doute. De toute façon, le 30 juillet prochain, les Comoriens diront non. Non, il n'y en aura pas. Ils n'auront pas à dire non. Ils n'auront pas à dire non. Ils auront à rejeter cette mascarade. C'est ça ce que je vais vous expliquer. Non, j'ai bien compris que vous n'avez pas compris. D'empêcher la tenue matérielle du référendum, mais je ne pense vous n'avez pas compris, je vais essayer de vous expliquer. Oui, expliquez-nous très rapidement. Nous, que le président modifie la Constitution, il est dans son droit. Ça, personne ne peut lui contester. La Constitution l'autorise à modifier. Seulement, quand un président délibérément s'organise avec un agenda politique, il bloque la commission anticorruption. Il l'a trouvé là quand il est arrivé. Il l'a dissous. Et M. Larifou me dit que dans le pays, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de détournements, il veut mettre un terme. Il dissout la commission anticorruption. Vrai, il va nous expliquer. Oui, ça, je sais, je connais l'explication. Il nous dit la tournante, elle a été néfaste parce qu'elle a permis des détournements massifs. Chaque île qui gouverne part avec le trésor. Sauf que cette fois-ci, l'île ne va pas gouverner 5 ans, mais l'île a la possibilité de gouverner 10 ans, parce que 2 fois 5. Donc il va partir avec plus d'argent, là où il n'y en a pas. C'est une déduction logique. Vous comprenez? Donc je ne comprends pas. Quand on nous parle de développement et qu'il lie avec la tournante, j'ai dit que son disque dur ne fonctionne pas bien. Et ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi on dit qu'il ne peut pas y avoir de référendum? Il ne peut pas y avoir de référendum parce que les règles sont biaisées d'entrée de jeu. Nous allons assister à une mascarade. Monsieur Abdallah, moi... Quelle est l'institution qui va arbitrer ce référendum? Il n'y en a pas. Qui va prononcer la constitutionnalité de ce référendum? Il n'y en a pas, c'est la Cour suprême. Le président, délibérément, a mis sous scellé la Cour suprême. La Cour suprême est composée de 8 membres. La Cour constitutionnelle est composée de 8 membres. Mais elle n'existe plus, elle ne va plus exister. Il ne va plus exister. Oui. Il y en avait 3 qui étaient en fonction. Il y avait 2 qui étaient nommés par ceux qui étaient habilités à le faire. Le président a refusé de leur faire prêter serment. Il y en a 3 qui devaient venir. Le président a bloqué ses partisans pour qu'ils ne les désignent pas. Donc il y a une volonté de la part du président Azali de bloquer le processus démocratique et de bloquer les institutions. Il est en train de gouverner avec l'état d'urgence dans un pays qui n'est pas en guerre. Il s'est attribué
tous les prérogatives. Avec Vous son savez, clan. l'article 13... De votre constitution. Oui, ça, c'est l'équivalent de l'article 16 en France. L'article 16 en France, c'est l'état d'urgence. Le général de Gaulle l'a appliqué pendant la guerre d'Algérie. Avez-vous l'intention, constatez-vous que comment nous sommes dans le même état de situation qu'en Algérie? Hein, pour que le président s'arroge le plein pouvoir. Maître Larifou va nous expliquer deux choses il faut bien qu'il nous explique. Deux choses rapidement. On ne reviendra pas sur la polémique autour de l'organisation matérielle du référendum. Moi, je pense que ça fait partie des prérogatives régaliennes d'un État de tenir des rendez-vous électoraux et l'organisation d'un référendum. Donc, on ne peut pas, un citoyen ne peut pas se lever et demander à ce qu'on bloque matériellement la tenue d'un référendum. Il rétablit l'ordre constitutionnel. Le peuple ne peut pas être privé de rétablit l'ordre constitutionnel. En revanche, Maître Larifou, expliquez-nous. On le voit sur l'ensemble du continent. Les cours constitutionnels sont les juridictions essentielles qui régulent la vie politique, le vivre ensemble des peuples. Pourquoi la supprimer aux Comores et transférer ses compétences à la Cour suprême? Quel est le problème que pose la Cour constitutionnelle comorienne pour qu'on la supprime? Bon, écoutez, j'ai en face de moi des frondeurs, n'est-ce pas? Très bien. Et ce n'est pas toujours évident, c'est un exercice extrêmement difficile de pouvoir réajuster et trouver les mots qu'il faut pour pouvoir apporter une réponse. C'est un discours très républicain. Par rapport à des frondeurs, vous voyez. On comprend maintenant pourquoi vous vous associez à un dictateur. Oh, ben écoutez, dictateur, moi je sais ce que c'est dictateur. Soyez poli. Non, je ne peux pas. Bon, voilà. Non, mais vous êtes frondeur. Bon, lorsque vous venez devant un plateau avec autant de mensonges qui pèsent peut-être des tonnes et des tonnes, très bien. Bon, il ne faut pas vous étonner. Moi, ce que je souhaiterais dire, voilà. Il y a aux Comores, effectivement, une Cour constitutionnelle qui est prévue par la Constitution actuelle. Oui. Nous avons une expérience, moi je ne vous parle pas des théories, moi je vous parle de la pratique. Il y a une expérience de la Cour constitutionnelle comorienne dans sa configuration actuelle qui est catastrophique. Cette Cour constitutionnelle... Ça justifie sa suppression? Non, justement, elle n'a pas été supprimée. Non, mais monsieur, je vais vous parler de blocage et non pas de suppression. Cette Cour constitutionnelle, ça fait 1 an. Le greffe de la Cour constitutionnelle, constatant que 5 parmi les 8 membres qui siègent au sein de cette Cour, leur mandat a pris fin. Le greffe de la Cour constitutionnelle a écrit des lettres destinées aux autorités constitutionnellement habilitées à désigner leurs représentants. Notamment les gouverneurs. Voilà. Et ces représentants de gouverneurs d'Anjouan et de la Grande Comore, et celui du président de l'Assemblée nationale et de 2 vice-présidents, il n'y a que le gouverneur de l'île d'Anjouan et celui de la Grande Comore qui ont désigné leurs membres. Les autres membres qui sont constitutionnellement habilités à désigner leurs membres ne l'ont pas fait. Et ça fait 1 an, monsieur. Donc... donc là, on ne parle pas de... Ceux qui ne l'ont pas fait, il y en a parmi eux qui sont des alliés du président de la République. On va revenir là-dessus, puisqu'on a parlé de la suppression. Donc, il n'y a pas de suppression, en fait. Il y a un blocage, n'est-ce pas? Une institution qui ne fonctionne pas conformément à la Constitution. Il y a l'article 12-3 de la Constitution qui donne la possibilité au chef de l'État, dès lors que les institutions ne fonctionnent pas, c'est-à-dire il y a plusieurs conditions d'application de cet article. Et ces conditions ne sont pas cumulatives. Il suffit que l'une des conditions en question... Pourquoi le président ne demande-t-il pas à ses alliés de désigner leur représentant à la Cour constitutionnelle? Comment? Mais il n'est pas à ses alliés de désigner leur représentant à la Cour constitutionnelle. Puisque parmi ceux qui n'ont pas désigné leur représentant à la Cour constitutionnelle, il y a aussi les alliés du président de la République. C'est connu aux Comores. Pourquoi le président ne l'aura pas demandé? Ben oui. Le président de l'Assemblée nationale... Il est le garant... Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Voilà. Mais cela ne lui donne pas l'obligation ou bien le droit. Non, mais écoutez, monsieur, cela ne lui donne pas, ne l'oblige pas. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. Voilà, à contraindre ceux-là même qui ont été élus et qui ont des responsabilités à assumer, à les contraindre pour désigner leurs membres. Je vais vous dire deux choses. Par rapport à ce qui a été dit par Maître Larifou, sur les 8 membres, il y a 3 qui sont fonctionnels, qui sont en poste. Oui. D'accord? Il y en a 2
qui ont été nommés, notamment le gouverneur d'Anjouan et le gouverneur de la Grande Comore, ont nommé leurs 2 représentants. Oui. Hein? Et c'est le secrétaire général du gouvernement qui devait prendre les dispositions pour qu'on le puisse prêter serment et introniser. C'est bloqué, ça n'a pas été fait. Donc, 3 plus 2, ça fait 5. Le quorum est de 4 plus 1. On aurait pu. Hein? Maintenant, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est le président de l'Assemblée, c'est le vice-président de M. Azali, hein? Voilà. Et le gouverneur de Moélie. De toutes 3 personnes qui sont acquises au président. Et qui ont refusé de la main désigner du président, la main invisible du président. C'est une interprétation, mais comme l'a dit le représentant de la majorité présidentielle, façon, le président n'a pas d'obligation constitutionnelle à convaincre quelqu'un à désigner une autorité. Il n'a pas non plus l'obligation de paralyser les élections. Non, est-ce que vous me permettez juste une petite précision? Malheureusement. Non, une précision qui me semble quand même capitale. La preuve en est que le président de la République n'a pas la main sur ses proches ou bien ses vice-présidents. Il y a un des vice-présidents qui vient de partir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour parler du futur proche des Comores. De toute évidence, c'est encore une fois le peuple comorien qui, en toute souveraineté, va se prononcer le 30 juillet sur l'opportunité d'adopter ou non une modification de votre constitution. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique que je remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politica. Merci pour votre invitation. Merci à vous.